Valentina, Frédéric, if you are okay, we can go. Alors, j'ai presque envie de dire bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous à cette heure ingrate. Je vous promets de ne pas vous endormir, j'espère. Et merci d'être là pour participer à ce débat qui, je pense, est quand même relativement crucial, notamment pour vous, une partie d'entre vous, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants, mais qui, dès l'année prochaine, sera confronté à cette question de la rémunération que l'on espère la plus équitable possible. Alors, pour parler de cette thématique avec des enjeux absolument, peut-être qui nous dépassent parfois, je vous demande d'accueillir, et d'abord je voulais aussi remercier la traduction qui est là-bas derrière, puisqu'on va en avoir besoin, je pense, pour certains. Donc on accueille Valentina Wissner, désolé pour la prononciation. Merci d'être venu parce que vous venez de loin, de Zagreb, j'imagine, de Croatie. Donc, alors, Valentina est journaliste d'investigation depuis 24 ans, plutôt spécialisée dans les matières fiscales, en tout cas tout ce qui est secteur financier, la criminalité économique, ce genre de choses. Donc, quand même un beau sujet qui ne doit pas vous rendre toujours populaire, n'est-ce pas ? Alors Valentina s'est aussi engagée dans le combat pour une juste rémunération des autrices et des auteurs. Elle est aujourd'hui présidente de l'Association pour la protection des droits d'auteur des journalistes en Croatie. Elle est membre de l'AREG. Alors l'AREG, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est la cellule au sein de la Fédération européenne des journalistes qui est... I'm a member of AREG, okay. But I'm the president of Croatian Authors CMO. Ok. J'ai dit quoi? J'ai dit membre, professeur, c'est pas grave. Donc membre de l'AREG, c'est bien ça, member of AREG, ok. Donc il y a cette cellule qui se consacre, cette cellule composée d'experts qui se consacre à la question des droits d'auteur au sein de la Fédération européenne des journalistes. Elle est aussi membre du conseil de surveillance de l'Association des journalistes croates et elle participe aussi à un 3e cycle de spécialisation sur la propriété intellectuelle. Donc voilà, c'est bien ça? C'est ok. Merci Valentina. On a alors Frédéric Young. Frédéric est on va dire un pilier incontournable du droit d'auteur en Belgique et aussi en Europe, quelque part. Il connaît bien le métier parce qu'il a commencé sa carrière comme journaliste freelance et aussi auteur, notamment pour le théâtre et la radio, avant de s'engager pleinement corps et âme à la question des droits d'auteur. Notamment au sein d'organismes de gestion collective de ces droits. Alors il y en a plusieurs. Donc il y a la SCAM, Société des auteurs multimédia, qui représente plusieurs milliers d'auteurs et autrices en Belgique. Alors il y a la SACD, mais Belgique, plutôt consacrée à l'audiovisuel, c'est possible? La fiction, on va dire. Voilà, avec un micro c'est encore mieux. La fiction. Voilà. Il a aussi été l'artisan de Reprobel, qu'il a géré jusqu'en 2005. Il préside actuellement le conseil d'administration de la société de gestion de la copie privée Ovibel, professeur à l'INSAS en politique culturelle. Et puis surtout, il vient de publier un ouvrage, une fameuse brique de 600 pages. C'est dire comme la question peut être complexe, mais justement le titre déjoue un peu cet a priori sur la question, puisqu'il est intitulé « Les droits des auteurs », non, les droits d'auteur, tout simplement. Voilà, c'est bien ça. Qui vient de sortir chez Larcier et qui répond à toutes les questions. Et enfin, Jean-Marie Cavada, faut-il le présenter? Alors, on a du mal à dire que Jean-Marie Cavada est un ancien journaliste, tellement je pense qu'il l'est encore intensément, n'est-ce pas? Donc, la plupart d'entre vous n'ont peut-être pas connu ça, mais donc Jean-Marie est aussi l'artisan. Il a géré, produit une émission qui s'appelait La Marche du siècle, qui animait le service public et les soirées jusqu'en 2000, c'est possible? Jusqu'en 2000, voilà. Alors, il est aussi l'artisan de la 5, c'est cette 5e chaîne du service public qui est un joli pied de nez au diktat de l'audimat, je pense. Et puis, il s'est engagé en politique. Il a donc été député européen, on va dire centriste. Ça va?
On peut. Jusqu'en 2019. Et il a notamment rejoint la commission culture, qui était plutôt la planque avant, mais qui a beaucoup fait parler d'elle, qui a été au devant de l'actualité, notamment pour cette question de droit d'auteur et cette fameuse directive droit voisin, droit d'auteur dont on va parler. Il est aujourd'hui engagé pleinement dans, on va dire, comme infatigable défenseur des médias et des libertés individuelles, on va dire ça. Vous avez créé la société, je retrouve plus sur ma ligne, l'Institut des droits fondamentaux numériques, IDF Rights, que vous avez créé en 2020 et que vous présidez aujourd'hui. Et surtout aussi, vous présidez la Société des droits voisins de la presse, qui est cet organisme de gestion collective qui est né justement pour appliquer la directive droit voisin, droit d'auteur. Et puis surtout, Jean-Marie Cavada est le président d'honneur des assises européennes du journalisme, et on le remercie pour sa présence. Donc le thème, on l'a compris. GAFAM Média, je dis bien GAFAM, moi j'aime bien inclure le cinquième Microsoft. GAFAM Média, quelle juste, le mot évidemment est important, juste rémunération pour les autrices, les auteurs et les journalistes. Et avant de dire de quoi on va parler, peut-être poser la question, pourquoi on en parle? Pourquoi le sujet est important? En quoi ce combat pour les droits d'auteur des autrices et des auteurs est si important? Je vais poser la question à Valentina. Est-ce que c'est un débat corporatiste pour que je puisse arrondir mes fins de mois? Ou est-ce que les enjeux de société sont importants? Pourquoi vous vous battez en fait, Valentina? There are two main reasons. First of all, GAFAM Group earned fortune through the years due to the free harbor regime on our authors' work, on our content, due to the advertising. And part of this money is ours. And finally, thanks to directive, we are going to taste this cake, or we should taste this cake. But the second reason is much more important. The more money that we get from this, I can say, independent source from the core business, is the less money that we need from some other sources, from advertising, from government, both national or local. And this can make us more resilient to the pressure of these sources of money, both from some political, either political, either commercial, particular, and small or sometimes big interest. So if you are asking me why is defense of copyright important for us, the short answer will be it is the defense of freedom of speech. Because if we are more independent of the sources, we are more independent to do our job properly as we should. Très bien, merci Valentina. Donc c'est vraiment une question d'indépendance. Frédéric, je vous pose la même question. Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je vais rejoindre tout à fait ce que vous avez dit. Il n'y a pas de liberté sans liberté économique, sans autonomie économique. On le sait dans tous les secteurs d'activité, on le sait dans la vie sociale. Et donc, ce qui est frappant, c'est que le droit d'auteur, lorsqu'il est effectivement source de rémunération pour ses auteurs et ses autrices, leur donne une capacité d'autonomie qui leur permet de choisir leur sujet, de choisir leur développement et de choisir aussi plus librement leurs partenaires éditoriaux ou médiatiques. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien sûr ces revenus sont nécessaires pour assurer une professionnalisation et donc pouvoir durer dans le métier, apprendre le métier, durer dans le métier. Et si on est trop dans la précarité, on est obligé de vivre d'expédients et ça n'est certainement pas une bonne chose. Donc voilà, oui, liberté, autonomie, professionnalisation,
équité aussi, mais ça on y reviendra sur le partage Oui, bien équitable. sûr, c'est le thème du débat. Jean-Marie, pourquoi vous, cette opiniâtreté, j'aime bien le mot, dans ce combat? Je crois que les bases de la nécessité de cette loi droit d'auteur, droit voisin, Oui. ont été jetées et expliquées par mes deux collègues. C'est très clair. Je voudrais, comment dirais-je, inciter même à aller plus loin dans la pédagogie que nous devons développer, et je dirais même presque insister, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la presse elle-même. Elle ne parle pas assez à son public de la très grave menace qui pèse sur son avenir. La presse européenne n'est pas en bon état, à part quelques brillantes exceptions, qui d'ailleurs sont parfois ambiguës, vis-à-vis notamment des GAFAM. La presse n'est pas en bon état. Ce qui veut dire que dans un moment charnière, où on le voit, la guerre à la démocratie européenne qui est menée en Ukraine par les Russes, d'une part, la guerre économique infuse, très diffuse, très soft, menée par les monopoles américains pour l'instant et un jour chinois sur notre territoire européen, pour une raison simple, c'est parce qu'en Europe, il y a de l'argent et que c'est sans doute le plus grand marché mondial en matière de communication. C'est un marché de 450 millions d'habitants, mais qui lui-même n'est pas au rang des grands opérateurs mondiaux pour l'instant. Et donc, je dis ça pourquoi ? Parce que la presse doit se défendre vis-à-vis de son opinion publique, lui parler, et j'ai observé qu'en Europe, les reportages ou éditoriaux sur ce sujet sont extrêmement rares, un peu comme si la presse avait honte de défendre sa pérennité. Mais je veux aller plus loin. Il ne s'agit pas que du compte d'exploitation de la presse, il s'agit réellement de l'avenir de la démocratie. Je sais bien que c'est une tartine de beurre, la démocratie. Tous les matins et tous les soirs, tout le monde s'en tartine partout, notamment ceux qui ne travaillent pas à son respect ou à son application. Mais je veux dire très clairement qu'une démocratie où les citoyens ne sont plus informés, parce que la presse peut mourir. En Australie, il y a près de 300 titres de presse qui ont disparu en 2 ans du fait de la prédation économique des GAFA sur les recettes publicitaires qu'ils ne voulaient pas partager d'une part et sur l'achat des articles de presse qu'ils ne voulaient pas payer à leur juste prix. Et il n'y a aucune raison pour que nous échappions à ça, sauf que les Européens ont eu la très bonne idée depuis longtemps déjà, et puis plus particulièrement dans les mandats des années 2010-2019, eh bien, d'essayer de réguler. Réguler ne veut pas dire censurer, comme l'ont fait croire les GAFA. Oui. Hein? Réguler, ça veut dire... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, cher Philippe, ça veut dire une chose simple. Réguler, faire obliger les grands monopoles économiques mondiaux opérant dans ce domaine, et ça va vous intéresser une fois de plus, les obliger à respecter nos lois du marché et non pas les leurs. Or, actuellement, jusqu'à relativement récemment, le côté cow-boy, outlaw, comme on dit, de ces grands monopoles sur notre territoire économique européen était quand même spectaculaire. Depuis une dizaine d'années, évidemment, c'est moins vrai, parce que c'est une des choses que l'Europe a bien fait, de commencer à enserrer l'activité, cette activité-là, comme toutes les autres activités, c'est-à-dire régler, respecter un certain nombre de règles. Et puis, il faut réguler les contenus aussi, pour une autre raison qui, elle, met beaucoup plus encore la démocratie en danger que le premier pôle économique dont je viens de parler, c'est-à-dire que tout ce qui est interdit dans la vie réelle doit un jour être interdit dans la vie virtuelle. On n'y est pas, mais ça commence. Et nous ne sommes pas seuls, puisque j'ai parlé de l'Australie, c'est un pays qui réfléchit beaucoup aussi à commencer à réguler et son économie et les contenus d'autre part. Mais le Canada est en train d'entrer dans ces choses, le Brésil y réfléchit, notamment des universités, l'Afrique du Sud, et il y a même, là, récemment, il y a 15 jours, l'État californien vient de mettre sur la table quelque chose de formidable, et j'en termine là, quelque chose d'absolument formidable, c'est-à-dire responsabiliser les réseaux sociaux en tant que responsable de médias, c'est-à-dire faire passer la charge de la preuve de ceux qui sont victimes de harcèlement ou de tout un tas de choses de ce genre, non plus vers les victimes devant les tribunaux, mais responsabiliser les réseaux comme étant des éditeurs de médias normaux. Ça, c'est une question que je poserai peut-être à la fin. C'est justement, est-ce qu'il faut considérer les GAFAM comme des éditeurs responsables ? Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres avis.
Mais vous anticipez ma deuxième question et je pense qu'on va laisser la parole aux autres pour y répondre parce que vous avez désigné quelque part, j'aime pas dire l'ennemi, mais en tout cas comment on pourrait le qualifier, l'adversaire, le prédateur. Parce que si je reprends la question du débat, c'est quelle juste rémunération pour les autrices, les auteurs et les journalistes? Ça sous-entend que la rémunération n'est pas juste. Donc ma question est toute simple. À qui profitent aujourd'hui les revenus des auteurs, enfin donc de la production de contenu par des autrices et des auteurs? Valentina? Authors should have a share on it, but we are not having that share yet. Only fair compensation in a matter of directive is the 50 to 50%. The directive is just a frame. Why I'm talking about that? The directive said that authors should have a part in the publisher's fee. So, but it didn't mention that how high this share should be. So every country has the freedom to put it into the law, or to make some freedom to authors and publishers to negotiate about it. I'm talking about the remuneration sharing between authors and publishers. On va reparler ça, Valentina. Justement, ça s'est peut-être pas passé comme vous le souhaitiez en Croatie, votre négociation. Il y a eu quelques petites surprises, d'accord. Donc on va revenir là-dessus, c'est vraiment très important. Ça montre peut-être que la loi et la directive ne sont pas parfaites. Il y a des trous dans la raquette, pour reprendre une expression utilisée récemment. Frédéric, à qui profitent aujourd'hui ces revenus? Et puis j'embrayerai avec vous. Très clairement aux parasites économiques. Je m'excuse d'employer cette formule, mais elle est scientifique. En fait, l'industrie du numérique, des tech, comme on dit, des GAFAM, s'est développée en parasitant la valeur des œuvres et des prestations des auteurs, des artistes, des éditeurs, et en détournant ce stock qui se recrée en permanence d'œuvres pour attirer des clients sur leur service et obtenir de la publicité que ces opérateurs ne partagent pas. Et cette publicité a un double effet négatif, c'est-à-dire d'une part, bien sûr, auteurs, journalistes, éditeurs n'obtiennent pas leur juste part, mais en plus, ils voient leurs ressources usuelles détournées vers cette branche de l'industrie concurrente quelque part, mais surtout parasite. Et ce parasitisme économique, et je terminerai là-dessus, oui. Il est né d'une erreur considérable que l'Union européenne a faite en 2001, au moment d'adopter le cadre législatif précédent, en donnant une double irresponsabilité en matière de rémunération des contenus. Parce que vous évoquiez qui finance la production. Non, les GAFA ne produisent rien. Ne produisaient rien. Les choses ont quand même évolué depuis 10 ans, effectivement, comme le disait Monsieur Cavada. Produisent-ils des contenus journalistiques? Mais sur les contenus journalistiques, ils n'y contribuaient pas. Ça a évolué un tout petit peu aussi. Donc il y avait une double irresponsabilité des télécoms qui continuent à bénéficier de cette irresponsabilité et qui, avec les abonnements Internet, génèrent des revenus très considérables qui ne sont pas partagés. Et d'autre part, les opérateurs de ces sites et de ces réseaux qui détournaient donc la publicité. Je me souviens d'avoir été à un séminaire avec Google en 2005-2006 à Cambridge, et c'était fantastique. Vous le verrez peut-être si ma présentation est diffusée ultérieurement. Ils nous ont présenté un modèle où il y avait Google, où il y avait les annonceurs, où il y avait le public, et il n'y avait personne pour représenter ceux et celles qui créent les œuvres, produisent les œuvres, éditent les œuvres. Donc voilà, c'est très simple. C'est ceux qui parasitent l'économie des industries culturelles. Très bien. Donc on a compris pourquoi c'était important de parler de ça. On a aussi quelque part désigné un peu les prédateurs, les ennemis selon les profiteurs. Je vais revenir à la question par laquelle on aurait pu commencer. De quoi parle-t-on maintenant? Et donc je vais vous demander un petit défi, Frédéric, c'est de résumer vos 600 pages en 1 minute 30 et de nous dire exactement
De quoi parle-t-on? C'est quoi exactement les droits d'auteur, singulièrement pour les journalistes, Oui. et les droits voisins aussi? Ici, très précisément, on est en train de parler, je crois, ce soir, et vous me démentirez s'il faut, mais d'un nouveau droit à rémunération qui a été instauré parce que, comme je l'expliquais en 2001, cette activité dont certains GAFAM, les réseaux sociaux, YouTube, Google, etc., ont bénéficié sans devoir partager leurs revenus, était dans une exception au droit d'auteur, et le travail des parlementaires européens et du législateur européen en 2019 a été de limiter cette exception. On n'est pas totalement sorti de l'exception, il faut bien le comprendre, mais on a limité l'exception de telle façon que les grands acteurs dominants, Oui. comme Meta ou Google, rentrent dans la normalité des régimes de droits d'auteur et de droits voisins, qui sont de demander les autorisations à ceux qui ont créé les œuvres, qui ont produit les œuvres, pour pouvoir être rémunérés, donner leur accord ou pas d'ailleurs, parce que certains peuvent dire non, je ne veux pas être sur telle plateforme, je préfère être sur telle autre. Et donc c'est ça qui est en jeu. Le législateur européen en 2019 a prévu que donc les éditeurs puissent négocier avec ces opérateurs. Donc ça, c'est la directive 2019. droit voisin, droit d'auteur. Droit d'auteur, droit voisin, Très bien. ouais. DSM, en fait, on l'appelle. C'est ça. Donc là, il y a une notion nouvelle qui arrive, c'est cette notion de droit voisin au droit d'auteur. Alors, droit voisin des En éditeurs dehors, c'est sur quoi? les publications de presse. Donc, Ouais. c'est bien, les éditeurs ne sont pas des auteurs, donc ils reçoivent un droit voisin des droits des auteurs. Et les auteurs, journalistes, reçoivent un droit à rémunération qui est inséré, encapsulé, si vous voulez, dans celui que les éditeurs vont pouvoir générer Très bien. grâce à cette sortie de l'exception dans la législation. J'arrive chez vous, Valentina, mais je demande à Jean-Marie, Frédéric a bientôt compris, puisque vous avez été co-rapporteur. Oui, j'étais la personne qui a poussé cette affaire parce qu'elle n'intéressait pas grand monde quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2012. Mais oui, c'est même très, très bien. Ce qu'il faut d'ailleurs bien souligner dans cette affaire, c'est que ce commerce de la publicité, en réalité, de la part des GAFA, c'était un commerce très étrange. C'est le seul commerce au monde que je connais où on peut prendre un produit quand on ne le fabrique pas à un fournisseur, en réalité le voler ou le stipendier, en tout cas ne pas le Parasiter, en tout cas, le parasiter. Parasiter est un mot gentil. Si moi je vends des bicyclettes mais que je ne les fabrique pas, je vais payer mon fournisseur de bicyclettes. Oui. Et je peux dire ça de tous les secteurs de l'économie, pas des GAFA. On a vécu pendant 20 ans dans une extraterritorialité du droit commercial qui est tout à fait inimaginable. Oui. Et donc il faudra compléter ça aussi naturellement, mais enfin c'est plutôt sur le bon chemin déjà. Alors 2019, donc, on adopte cette fameuse directive. J'ai envie de dire, c'est un peu le début des ennuis, parce qu'après, il faut transposer ça en droit national. Ensuite, il faut... Oui. Oui, non terminé, puis je vous donnerai deux lignes d'explication. Voilà. Donc, et puis, une fois que c'est transposé, le boulot, il commence, c'est qu'il y a ces fameuses négociations qui doivent être mises en place, notamment les négociations pour la transposition, puis il y a des négociations qui doivent être menées par, ça on en parlera tout à l'heure, des organismes de gestion collective ou à titre individuel avec les GAFAM. Je ne sais pas si vous voulez intervenir à ce moment-là, mais... On fera tout à l'heure. Oh, très bien. Parce que justement, comment ça s'est passé en Croatie? Il y a eu des surprises, là. C'est que finalement, il y a eu des effets un peu pervers. Alors, quand même, il faut pardon Valentina, il faut préciser aux personnes qui sont là et qui éventuellement ne le sauraient pas que dans les institutions européennes, 3 pôles d'institutions, le Conseil qui représente les États, la Commission européenne qui est une sorte de secrétariat général du gouvernement européen, mais qui a l'initiative de proposition des textes dont elle reçoit l'ordre par le Conseil, et puis il y a le Parlement. Il y a 2 co-législateurs seulement, pas 3. Oui. La loi, elle est proposée et elle fait l'objet d'une délibération dans le Conseil des États, et elle fait l'objet d'une délibération au Parlement européen. Bien sûr. Ce qui était très frappant dans cette histoire, c'est que la pression s'est exercée sur la Commission européenne, sur les États et sur le Parlement, un lobbying comme je n'en ai jamais vu en 15 ans de vie parlementaire ici à Bruxelles, avec des mensonges, des campagnes et en ce qui me concerne même, une menace. Quelqu'un est venu me dire, le doigt sous le nez, monsieur, on connaît toute votre famille. Ce qui quand même n'est pas rien.
hein. Par exemple, la directive REACH qui touchait la transformation et les limitations des dégâts des industries chimiques, donc qui concerne beaucoup d'argent, n'avait pas fait l'objet d'une telle campagne. Je souligne ça parce qu'ils ont corrompu des cabinets bruxellois, d'avocats, de sociétés de conseil, à coup d'argent, en achetant des avocats, en les faisant changer de dossier, etc. Je ne parle pas du reste, des mensonges, hein, et que c'est certainement une des campagnes qui a mis à mal les institutions. De même que, par exemple, je répète pour ceux qui veulent bien prendre au sérieux dramatique la situation dans laquelle nous sommes, de même que les patrons de Google n'ont pas hésité à publier à l'usage de leur cadre en Europe une directive pour dire comment il fallait s'y prendre pour déstabiliser la Commission européenne en général et l'équipe de Breton en particulier. Donc nous sommes là dans la haute corruption, je dirais telle que l'on en voit uniquement à Naples. C'est ça qui se passe. Et donc ça met en danger la démocratie et la survie des entreprises de presse parce qu'une partie de leurs recettes leur échappe et s'appauvrissent les entreprises de presse. Oui, tout à fait. Les chiffres qui circulent par rapport au lobbying, on parle de 80 à 100 millions d'euros. C'est les chiffres officiels et affichés, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Hein. Valentina, expliquez-nous comment se sont déroulées ces négociations pour transposer cette fameuse directive en droit croate. All right. First of all, as Jean-Marie said, it's a really huge amount of money, and people killed for much less amounts of money. So it is not strange to be exposed to threatening and everything else what happened. So the case of Croatia. There is still 11 countries in which directive is not transposed. We are not one of them. We adopted it into our legislation a year ago. So what happened to us? Our lawmaker made misuse of transposition of directive and made some changes in the previous law, which was pretty good in defending authors' rights, and made horrible changes for the authors' rights under any kind of contract, under employment contract. So you all know that the main holder of the author's rights is the author himself, the person, physical person, because there is no any kind of creativity in any kind of organization. So employer is not someone who could hold a primary author's rights. But not in Croatia. Croatian lawmakers made some changes into the law and put the all, not moral, because it is not impossible with moral rights, but material rights for the author's rights, which is produced under employment into employer. So for everything you ever produce working for your employer, you are not the holder of your author's rights. The holder is employer, and furthermore, this is something which has no both time or territorial limitation. So if you are an author, you have an author's rights as soon as you are living, and your family is 70 years after your death. But not in this case. Employer has a right forever and ever. So this was the first horrible damage. But there is a second one, which is even more horrible for the journalist, because they have the right to change your author's work
without your permission. Do I have to say what that means for the journalist? So if it is Donc, our job... On perd la paternité, l'auteur perd la paternité de son œuvre, c'est ça? Et comment vous dites, Frédéric? L'intégrité. Yeah, yes, of course. And if it is our main reason to work as the journalist, to get the correct information to the public, and the public has the right to know, and if this information is changed, if someone else has the right to change our author's work, our article, and our information, you don't have a freedom of speech anymore. You don't have a democracy. This is something which make huge damage to the authors, especially for the journalists. It is not something that works only for journalists. It is for all creators, but for us is horrible. D'accord, mais donc si vous m'accordez 2 secondes de poésie, c'est dingue en fait ce qui s'est passé, parce que ça signifie que c'est pire qu'avant. Frédéric, elle n'est pas parfaite cette loi, cette directive, ou c'est le cas croate, il est un cas unique? Mais je vous avoue que je ne connais pas en détail ces changements législatifs croates, Bien et sûr. ils sont alarmants et inquiétants, donc... en tout cas, soyez sûr que chez vos collègues étrangers, vous trouverez tant dans les fédérations de journalistes au niveau européen que dans les sociétés d'auteurs un soutien pour combattre ces évolutions négatives. Je ne suis pas sûr que ce que vous expliquez soit réellement complètement conforme aux directives européennes et à la Convention de Berne sur le droit d'auteur. Donc je pense qu'il faudra réfléchir à mener des recours de différentes manières, il faut examiner comment. Cela dit, le régime des travailleurs salariés en droit d'auteur a toujours été différent de celui, c'est le cas en France, c'est le cas en Belgique, de celui des freelance, on va dire. Oui. Mais ce que j'entends, c'est une espèce de hyper-copyright à l'américaine, qui pose problème, parce qu'aux États-Unis, le copyright existe et donne effectivement un rapport de force, mais les unions, les guildes de journalistes, d'auteurs sont extrêmement puissantes. Et donc elles corrigent, et éventuellement parfois par des grèves très longues. Ça a été le cas pour les scénaristes de cinéma et de télévision. À un moment, ils ont fait des grèves pendant des mois qui ont paralysé les studios d'Hollywood pour obtenir des droits d'auteur. Donc le problème dans nos petits pays, c'est que nous n'avons pas des industries qui génèrent, si vous voulez, des syndicats assez puissants que pour contrebalancer ce type de poids. D'où l'intérêt justement de ces organismes de gestion collective, et la nécessité de parler d'une seule voix. Mais j'ai encore une micro-question, on peut répondre. Est-ce que la directive droit d'auteur, droit voisin, droit d'auteur, on doit déjà travailler à la version 2.0. Je vais poser une simple question façon Frédéric Jung dans son ouvrage. Si je crée une œuvre dans le métavers, qui me rémunère et comment? Bonne question. Ça dépend à qui appartient le métavers. Les métavers, ils ne sont pas indépendants de Meta, par exemple, pour en prendre un qui est célèbre. Voilà, donc c'est compliqué, d'accord. Voilà. Alors justement, on parlait de cette nécessité de faire bloc, donc face à, c'est vous qui le dites, face à un adversaire qui s'est montré très puissant, vous avez même évoqué, Jean-Marie Cavada, une ligue de GAFAM, pas de GAFAM en particulier. On a une question, une difficulté, c'est que les éditeurs aujourd'hui ne font pas nécessairement bloc. Donc ça peut-être faire le point peut-être avec la Belgique, le point et votre nouveau combat, c'est de faire ce fameux tour d'Europe pour essayer de rassembler ces éditeurs. Comment ça se passe en fait? Alors d'abord, un tout petit point d'histoire. Moi j'étais partisan de faire voter par mes collègues du Parlement l'obligation pour les éditeurs de presse de négocier leurs intérêts tous ensemble à l'intérieur de ce qu'on appelle un organisme de gestion collective, un OGC. Mais je voulais le rendre obligatoire. J'ai perdu le premier vote
au printemps 2018 sur ce sujet, à cause de ça notamment et d'un ou deux autres points. Notamment, je voulais que ce soit les réseaux, et notamment les réseaux qui utilisent votre travail, qui vérifient eux-mêmes si ce travail était libre de droit, donc si l'auteur était d'accord pour le donner gratuitement ou pas. Mais j'ai dû céder pour faire voter l'essentiel, enfin tout ce qui reste de la loi droit d'auteur, en négociant pendant tout l'été 2018. J'ai transformé l'obligation pour la presse de négocier à travers un organisme de gestion collective contre l'idée de le recommander fortement. Mais ça n'est qu'une recommandation. Hein. En Belgique, par exemple, c'est pas, enfin en tout cas en Belgique francophone, c'est pas le scénario qui a été adopté. Naturellement, mais je veux dire à ce sujet, et donc j'ai gagné le vote finalement 4 mois plus tard, mais je veux dire à ce sujet que c'est pas une directive, en bon belge c'est une loi, hein, une directive, elle suppose pour fonctionner que les États s'en saisissent, n'en changent pas l'esprit, qu'éventuellement ils le durcissent, s'ils en éprouvent le besoin, ou au contraire, pour les plus frileux d'entre eux, ce qui a été le cas dans votre pays, ils ont la latitude de le ramollir, de le rendre moins efficace. Mais c'est une directive. Si ça avait été un règlement général, comme nous l'avons obtenu pour le RGPD, le règlement général de protection des données en 2018, il n'y a pas de transposition, ça s'applique d'autorité. C'est un règlement. Et ça marche. Pourquoi ça n'est qu'une directive ? Parce que le lobbying de ceux qui devaient payer, c'est-à-dire les GAFA, a été si puissant sur les institutions européennes qu'ils ont eu de gain de cause contre nous. C'est ça la vérité, il faut le dire. La politique et la loi, ça n'est que l'issue d'un rapport de force. Et dans les pays, il y a 2 catégories de pays en Europe. Il y a ceux qui ont transposé, une vingtaine, et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Parmi ceux qui l'ont transposé, il y a ceux qui l'ont pris tel quel, ou presque. Il y a ceux qui l'ont modifié à la baisse. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont modifié à la hausse. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il faudra repasser là-dessus, et je suis en train de travailler avec les autorités françaises sur ce sujet. Nous devons aller plus loin. Nous devons faire en sorte, notamment, que la gestion des intérêts de la presse se fasse sous une forme collective. Pourquoi ? À travers un OGC collectif obligatoire. Parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui sont mondiaux, d'une puissance mondiale, et nous, on est des petits départements, d'une certaine manière. Et donc, je travaille actuellement à la création, et j'en termine, d'une fédération européenne des organismes de gestion collective que l'Allemagne a déjà rejoint. Je vais bientôt parler aux éditeurs belges. L'Espagne, le Portugal est en train de me demander d'aller leur expliquer tout ça. Et il y a même d'autres pays, l'Italie, qui commencent à frapper à la porte. Nous devons nous unir pour avoir en face de nous des adversaires qui deviendront peut-être un jour des partenaires, mais on doit avoir du poids. La grande maladie de la presse, c'est qu'elle est divisée 2 fois. Elle ne sait pas s'unir entre elles, elle a du mal, et deuxièmement, à l'intérieur d'une entreprise de presse, les choses ne sont pas claires. Juste rebondir en une seconde sur puis on va donner la parole Jean-Marie Cavada vient de dire, questions. c'est qu'on a la chance en Belgique d'avoir eu une transposition progressiste. Et là, il faut saluer le travail du vice-premier ministre d'Hermagne, que vous avez vu en ouverture ce matin, vous adresser un message. Effectivement, la volonté du ministre a été de rendre les dispositions effectives et non pas rester à un niveau de principe juridique, mais de voir comment, par quels outils concrets, dont la gestion collective obligatoire que vient d'évoquer Jean-Marie Cavada, en tout cas pour ce qui concerne les auteurs, autrices, journalistes, à travers des mécanismes qui vont pouvoir les protéger et donner une effectivité à cette législation. On peut s'en réjouir, ça n'était pas le cas avec le gouvernement précédent. Ce qui explique très bien qu'effectivement, le droit d'auteur, c'est le fruit d'un rapport de force politique et qu'il faut avoir des alliés. Très bien. Je crains qu'en Croatie, les journalistes n'aient pas l'alliance de leur gouvernement. Je voudrais donner la parole au public, mais donc, je voudrais poser, pour revenir vraiment à des choses extrêmement simples, vous posez une question et je vous donne juste le droit de répondre par oui ou par non. Oui ou non. Et puis on donnera la parole aux questions. Est-ce qu'avec ce qui est mis en place aujourd'hui, on peut espérer une plus juste rémunération pour les auteurs, les journalistes? Oui ou non? Parce qu'on a finalement... En Belgique, oui. En Croatie, on n'y est pas. In Croatia, yes still or no. We are still fighting. But as you said, is yes or no? Yes, fighting for your rights. Oui, c'est un bon premier pas, mais Très bien. il est insuffisant.
Très bien. OK, on a avancé. Est-ce qu'il y a des questions? Plein. Je vois rien du tout. Donc, présentez-vous. Bonjour. Patricio Arana, journaliste AFP, membre de la commission journaliste de la SCAM. Qu'est-ce qu'une rémunération juste, Monsieur Young, en Belgique? Quel est le pourcentage? Et quelle est la part appropriée pour l'éditeur et pour le journaliste? À tout le panel. Merci. Je vous remercie pour cette question. On en parlait hier avec justement des représentants du cabinet du ministre. La fourchette dont on discute actuellement, me semble-t-il, est entre 30 et 50% des revenus générés auprès des éditeurs. Voilà ce qui circule. Cela dit, à ma connaissance, les éditeurs n'ont pas encore conclu, mais peut-être je n'ai pas toutes les informations. Et d'autre part, nous devons aussi, entre auteurs journalistes, autrices journalistes, etc., nous organiser. Il reste quand même du travail à faire. Nous devons construire le dispositif qui va permettre de mener ces discussions avec nos partenaires éditeurs. Alors, merci Frédéric. Autre question? Yes. J'ai vu monsieur en premier. Voilà, je ne vous oublie pas. Oui, merci. C'est pas une question, c'est plutôt pour apporter ma pierre au débat. Emmanuel Poupard, je suis le premier secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes, la première organisation de la profession en France. En France, on a eu une transposition de la directive qui a fait qu'elle a été légèrement améliorée en rajoutant le mot approprié. Elle était équitable et appropriée. Même si, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le partage équitable et approprié. Et justement, on en est toujours là à négocier avec les employeurs aussi, qui s'obstinent à essayer de rabaisser la part due aux journalistes. Donc quand je vois ce qui se passe notamment en Croatie, ça me fait perdre mes cheveux. Et puis, en effet, concernant la gestion collective, nous, au SNJ, on y est extrêmement favorable, puisque la gestion collective aujourd'hui, comme elle n'existe pas pour les journalistes, oui, elle empêche à ce que certains aussi, certaines auteurs qui seraient susceptibles de toucher ces droits d'auteur soient noyés ou soient complètement perdus dans cette totalité de droits qu'ils peuvent avoir. Merci. Voilà. Très précieux comme témoignage. Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ça? Juste une précision qui est intéressante pour tout le monde. En Allemagne, dans la transposition de la loi en Allemagne, le pourcentage a été inclus. La loi allemande transposée dit 30% pour les journalistes. Voilà. Merci. Il y a une question ici, j'ai promis. C'était une promesse. Oui, merci. Bonjour, Christian Gouérou, journaliste Ouest France. Je m'adresse à Jean-Marie Cavada. Je voudrais que vous puissiez développer, si vous le souhaitez, pourquoi des divisions dans les organes de presse à la tête de certains médias en France ou ailleurs, mais en France par exemple. Pourquoi certains médias ont été négociés tout seuls face aux GAFA? Alors, il y a trois situations en fait. Je vais être vraiment rapide. D'abord parce que, en vous présentant mes excuses, je vais vous quitter dans moins de 10 minutes pour arracher un train pour être à Paris à l'heure où je dois l'être. Alors, d'abord, historiquement, l'association qui regroupait la presse quotidienne nationale et régionale a 2 ans d'antériorité elle a démarré tout de suite après la publication de la loi en France, c'est-à-dire à l'automne 2019. L'organisme de gestion collective que je représente, DV Presse, Droit Voisin Presse, n'a seulement qu'1 an d'existence. Donc ils ont négocié et j'ai dit, terminez vos négociations que vous aviez commencées, je ne connais pas l'historicité, il faut que vous terminiez ça, vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a par ailleurs, y compris à l'intérieur de l'association de la presse quotidienne, qui s'appelle l'APIG en France, Association de la presse d'information générale, eh bien, il y a des entreprises qui sont allées négocier toutes seules. Le Monde, Le Figaro, le groupe Les Échos, etc. C'est ce qui va se faire en Belgique. Hein. Oui, c'est une très grande erreur parce que ceux qui pensent pouvoir trouver leur intérêt maintenant seront écrasés. Au lieu que l'on monte l'enveloppe globale par un rapport de force, on va l'écraser.
Il y a un autre danger, et j'en termine, c'est qu'on voit que Google, par exemple, pour ne parler que de lui, fait des accords commerciaux à tour de bras, qui sont d'ailleurs assez substantiels. Pourquoi ? Pour essayer d'affecter l'ensemble de l'enveloppe de ce qu'ils pensent devoir, au titre de la loi, aux accords commerciaux plutôt qu'aux droits voisins. Qui sera cocu dans l'affaire ? Un, certaines entreprises de presse. Deux, à coup sûr, les journalistes. Ok, c'est réjouissant. Sinon, Martine ça va. Simonis, Sinon, ça va. secrétaire générale de l'Association journaliste professionnelle. Oui. Une question. Oui, merci Philippe. Et aussi administratrice de la Société des auteurs journalistes, la Juste. SAJ. Et peut-être c'est à ce titre que je vais peut-être donner quelques éléments d'information dans le dossier. Peut-être préciser, parce que ça n'a pas été dit, mais quand la directive a été élaborée, il y a eu un genre de grand deal entre les représentants des journalistes et les représentants des éditeurs. Nous, on ne voyait pas très bien pourquoi les éditeurs devaient avoir des droits qualifiés de droits d'auteur, devenus droits voisins, si les auteurs, ceux qui produisent les contenus qui leur permettent justement d'avoir ces droits, n'étaient pas rémunérés. Donc le deal sur la part appropriée, il a eu lieu à ce moment-là, et les éditeurs ont promis. Donc en Belgique, pour l'instant, on va bientôt voir si les éditeurs vont tenir leurs promesses. Alors, ils négocient différemment. En Flandre, apparemment, c'est la Fédération des éditeurs qui est partie en négociation, et en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'ici, il y a encore une division en plus, M. Cavada, entre les éditeurs. Ils se répartissent à la fois séparément et en fédération. Donc je crois qu'ils testent différentes articulations de négociation. On va voir ce que ça donne. Mais il y a encore des étapes à faire avant de répartir quoi que ce soit aux journalistes. Donc d'abord, eux, ils doivent aller chercher de l'argent. Donc ils ont entamé les négociations. Mais ensuite, il faut désigner ici en Belgique une je pense, société de gestion qui va représenter les journalistes et avec laquelle les éditeurs vont devoir négocier cette part appropriée. Alors la part appropriée, vous avez dit 30% en Allemagne, je pense que c'est minimum 30%. Et pour nous, c'est important parce qu'on n'a pas envie de devoir aligner la part appropriée des journalistes belges sur le plus bas dénominateur commun en Europe. Et donc pour nous, ce qui serait équitable, si vous avez un gâteau, vous voulez une part équitable, moi je vous donne la moitié, ça c'est équitable. Donc pour nous, l'équitable, c'est du 50-50. C'est pas de démarrer à 30% une négociation, ce serait un peu dommage parce que je crois que pour les éditeurs, ce qui serait équitable, c'est de nous donner 3 ou 4%. On les connaît, on les pratique assez souvent. Oui, il y en a qui l'ont dit comme ça. Oui. Donc voilà, je voulais vous donner ces quelques informations-là, mais ça veut dire qu'on n'est pas au bout du chemin et on va seulement entamer la part la plus compliquée du trajet. On peut peut-être rappeler qu'au sein de Reprobel, donc l'organisme qui gère en Belgique la reprographie, le prêt public, qui a géré longtemps la copie privée de l'écrit, le partage qui a été toujours admis entre auteurs et éditeurs est de 50-50. C'est quand même un point important. Et ça que dans le de payer un resto à titre personnel qui va dans et que même dans le prêt public, on a obtenu un 70-30. Et Valentina voulait intervenir. Oui, pardon Valentina, je vous quitte. Je veux juste dire une chose. Moi j'ai quand même une question. Non, pardon, parce que je m'en vais. Mais je veux juste dire une chose. Je suis content de constater que maintenant, les organisations de journalistes, qui pendant longtemps, certaines d'entre elles, pas toutes loin de là, étaient contre le droit d'auteur et le droit voisin, se sont mis maintenant au niveau de la réalité des rapports entre les GAFA d'une part et les entreprises de presse, c'est surtout l'avenir de leur métier. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Très bien. Moi, je voudrais absolument poser une question à Jean-Marie Cavada avant qu'il parte. Et donc, j'ai pas oublié, parce que Valentina, je sais que vous voulez réagir, mais avant que vous partiez, parce que vous êtes quand même ici président d'honneur des Assises, face à des jeunes qui rêvent de faire ce métier. Après tout ce dont on vient de parler, sur la rémunération, la difficulté de ce métier, les menaces qui pèsent sur ce métier, est-ce que vous, Jean-Marie Cavada, en 2022, si vous aviez 20 ans, vous referiez ce métier ? D'abord, la réponse est oui, et je vais l'étayer de 2 arguments d'environ 30 secondes chacun. Le premier argument, c'est que on ne perd que les combats que l'on n'engage pas. Donc, je suis positif, plein d'espoir et très optimiste. Il arrivera un moment où nous aurons gain de cause parce que c'est vous qui avez la pompe à essence. Il y a un deuxième argument que je veux dire. Il faut être journaliste pour une autre raison. C'est le plus beau métier du monde pour une raison simple. Toute votre vie, vous allez être payé pour apprendre des choses que vous ignorez. Vous allez être payé pour aller chercher des choses que vous ne connaissez pas. Et vous serez un élève toute votre vie
de choses fondamentales que vous reporterez à ceux qui vous lisent, qui vous écoutent ou qui vous regardent. Alors, si vous connaissez un métier qui est plus beau que ça, moi, j'en connais pas. Toute votre vie, vous serez heureux d'apprendre et heureux de transmettre à ceux qui vous regardent, vous écoutent ou vous lisent. Bonne chance. Merci mille fois. Valentina, on vous a scandaleusement interrompu. Donc si on reprend la discussion qu'on a... Merci beaucoup. Voilà, tout ce que vous vouliez souhaiter embrayer sur ce que venait de dire Frédéric et Martine. Yes, of course. First of all, I would like to tell that it is not everything bad in Croatia. And this remuneration that we already have in Croatia is for our CMO from the press clipping agencies is 50-50%. So it's the first thing. The second thing that the remuneration according to the directive here it will be collective in Croatia, both for the publishers and for us. But there is a good news and the bad news. This was the good news. And the bad news is that we already have the collective organization for the authors. This is the organization that I represent and I'm the president of it. And we exist for more than 15 years. And collecting the remuneration from press clipping agencies. And then we are sharing this 50-50 with the publishers. But the publishers still doesn't have, they're just organized their CMO, but they didn't get the license for the internet rights yet. We got it 1 month ago, but now what we shall do? We should wait for the publishers to organize, and then after they organize and after they get their license, because we already have ours, we have 6 months to negotiate the share of remuneration. Et vous avez discuté avec Google? Vous avez rencontré Google? It was funny because the representative of Google tried to talk with us a few months before directive was adopted. It was really funny because when he came, he wanted the meeting one by one with authors, with publishers, with different kind of authors, because it's easier for them to split us to the little pieces and then to negotiate one by one. This is this opt-out opportunity which they put into directive too. So when we get to the table with Google representative, I asked them one journalist question: why we are here? Just simple question: why we are here? Because the directive is not adopted yet, and at the moment you are in a little Croatia, and France and Germany are still negotiating about the directive, and you all know it is not a secret that there were two main countries which made decisions about directive. And what are you doing here? Because this conversation should be 10 years ago, when you were stealing money from us and didn't give us our share, or a few months after adoption of directive to negotiate about the fees. So. Et la réponse a été? There were not an answer about that. There was another question. Why are you so engaged about this? Because the publisher are the ones who will get everything. I hope that it wouldn't be the case, but he told us so. Drôle. Merci Valentina.
Frédéric, vous m'aviez interpellé pour... Je crois qu'il y avait encore des questions dans la donc, salle. je ne sais pas du tout où on en est. On a droit jusque quand? Moi, j'ai des questions jusqu'à minuit. Donc, Monsieur en haut, levez le doigt. Voilà. Oui, merci. Non, je suis Paul Laurent, donc je travaille au cabinet d'Hermagne. Donc, je voulais expliquer un peu comment on s'y est pris pour reprendre les mots de Frédéric Jung, rendre effectifs les droits qui sont concédés par cette directive. Quand vous dites effectif, ça veut dire que pour éviter, excusez-moi le raccourci, et le scénario croate, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Ce que les éditeurs de presse nous ont expliqué, et bon, il y avait pas mal d'arguments à l'appui de leur thèse, c'est que c'est très difficile, très long et très coûteux de négocier avec les GAFA. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que dans la loi, il est prévu une procédure de règlement des différends. Donc, si la négociation échoue, enfin, ou s'enlise, disons, il y a une procédure ultra rapide auprès de l'Institut belge des postes et télécommunications, qui est une procédure qui existait. Donc, il a suffi d'ajouter un tout petit bout de phrase dans la loi IBPT pour avoir accès à cette procédure ultra rapide. Et c'est une procédure de conciliation ou Non, c'est une procédure qui mène sur une décision qui s'impose aux parties. Donc ça, c'était le point difficile à obtenir, mais on l'a obtenu. Donc ça, c'est pour que les éditeurs puissent avoir de l'argent. Alors, une fois que les éditeurs ont cet argent, il y a la question de la part des journalistes. Voilà, dites-nous. Et là, on a le principe de la négociation et de la gestion collective pour que le journaliste ne se retrouve pas en face de son patron, qui pourrait même lui dire, on a parlé, Madame Simonis a parlé, je crois, de 3 à 5%, mais on pourrait dire aussi 0%, parce qu'on pourrait dire, c'est compris dans le prix qui est payé pour la pige ou dans le salaire. Donc là, il y a une négociation collective, donc avec un rapport de force quand même qui est plus favorable à la partie la plus faible, ce qui est en fait le fil rouge de toute la transposition, hein, c'est de défendre la partie la plus faible. La partie la plus faible, c'est l'éditeur face au GAFA, et c'est le journaliste face à l'éditeur. Et donc avec ces deux mécanismes, on va voir ce que ça donne, hein. Avec ces deux mécanismes, on espère rendre effectifs les droits qui sont concédés par la directive. Et alors, la question des 30-50, c'est simplement le fait que M. Cavada l'a signalé, Mme Simonis aussi, c'est la loi allemande qui dit c'est minimum 30%. Donc, ça, c'est une réalité. Voilà, il y a une loi qui a dit que c'était approprié, c'était minimum 30%. Et les 50%, pour autant que je le sache, et Mme Simonis l'a encore répété aujourd'hui, je crois comprendre que c'est la position des journalistes. Donc je me dis que ça doit être quelque part entre 30 et 50%, mais je n'en sais pas plus. Je voulais quand même dire que moi, je n'ai pas été menacé par les GAFA. Hein. Ils sont venus me voir. Ils m'ont pris pour un imbécile, ça oui. J'espère que personne n'a garé sa voiture dans la rue. Je pense qu'on peut juste compléter. Il y a une question là-bas. Hein, on peut compléter le dispositif évoqué par Paul Laurent par le fait que la Belgique a suivi dans ce domaine-là sa tradition juridique, et c'est important, en créant un droit à rémunération incessible, ce qui protège les auteurs, autrices et journalistes des effets négatifs qui sont évoqués en Croatie. Et c'est un dispositif qu'on avait pu tester déjà pour la câblodistribution ou pour d'autres sujets, et notamment la copie privée, la reprographie. Très bien, merci. Et merci à M. Laurent, c'est ça, pour votre intervention. Martine Simonis en phase avec cette... Très bien. Monsieur. Oui, bonsoir. Pablo Iquel, je suis secrétaire général adjoint du SNJ-CGT, Syndicat national des journalistes de la CGT en France.
Alors, un premier commentaire, c'est super intéressant d'avoir les situations dans différents pays d'Europe. Je voudrais faire une précision par rapport à ce qui se passe en France, là où il y a un côté inéquitable, on en a déjà parlé avec Jean-Marie Cavada, c'est que les éditeurs sont autorisés à se regrouper dans un organisme de gestion collective qui est celui dirigé par M. Cavada pour mieux négocier face aux GAFAM. En revanche, la loi française de transposition ne prévoit pas que les auteurs journalistes puissent se regrouper dans un organisme de gestion collective qui existe, qui est la SCAM, et les syndicats en France, les syndicats de journalistes ensemble, ont déjà dit qu'ils souhaitaient négocier branche par branche. C'est un peu le rapport de force qui se met en place à travers la SCAM. Évidemment, les éditeurs ne veulent pas en entendre parler et ils passent au mieux par les branches. La branche de la presse hebdomadaire régionale qui est toute petite ou de la presse magazine commence à faire des négos par branche. Les autres veulent passer entreprise par entreprise. Pour vous donner un exemple, la branche de la presse hebdomadaire régionale qui a avorté les négociations il y a 1 ou 2 semaines propose 100 à 150 euros par journaliste par an. Voilà, on est là. Et en France, il y a aussi une loi qui s'appelle la loi Hadopi pour la haute autorité c'est sur Internet, la réutilisation des œuvres sur Internet, qui, elle, prévoit qu'on soit payé à travers un forfait qui est signé par les syndicats dans les entreprises. Ces forfaits n'ont pas évolué en 10 ans et se maintiennent à 500-600 euros. Et donc, on a justement, ce qu'a dit M. Laurent, une commission droit d'auteur, droit voisin, qui est une commission qui a appelé, quand il y a des accords qui n'aboutissent pas, à être saisie et à donner une décision qui s'impose aux partis. Je trouve que c'est une très bonne solution et que plein d'autres pays, là où il n'y en a pas encore, doivent mettre en place ce type de solution. Il se trouve que l'entreprise où je travaille vient de passer par cette commission pour régler un désaccord sur Hadopi. On avait une partie d'autres droits qui sont semblables aux droits voisins, c'est les droits de copie privée, que notre employeur disait, ils sont inclus dans le forfait, et donc ils nous donnaient 0 du gâteau qu'ils avaient en copie privée, qui est un gâteau d'1 million d'euros. Et bien, grâce à cette commission, on vient d'obtenir, il y a 1 semaine, ça a été officialisé, au groupe Moniteur, on a obtenu que cette commission dise les droits CFC, c'est-à-dire les droits de copie privée, sont exclus du forfait Hadopi, qui lui passe maintenant à 900 euros. Et la direction voulait proposer 900 euros pour tout. La commission a dit, c'est 900 euros uniquement pour Hadopi, et vous allez négocier quelle est la part pour les journalistes de ce 1 million d'euros, ce qui va représenter entre 1 000 à 4 000 euros par journaliste par an. Ça, on veut que ce soit un exemple pour tous nos autres collègues quand ils vont négocier leurs droits voisins. S'ils n'ont pas la part qu'ils considèrent juste et équitable, appropriée et équitable, et ben qu'ils aillent en commission où en plus on est côté droit voisin plus certain d'avoir une majorité puisque c'est tripartite et obtenir ce qu'ils veulent. Merci, c'est intéressant. Ça vous inspire, Martine? Oui, mais comment ça va se passer en Belgique? Ça va bien se passer? C'est quoi une juste rémunération pour les journalistes? C'est combien de pourcents de... Mais moi, j'aime pas trop le mot approprié parce que je trouve pas ça pertinent. Je préfère le mot équitable. Parce que pour moi l'équité, c'est vous avez des gens qui créent des contenus et puis d'autres qui les exploitent. Et un tiers donne des revenus. Pour moi, ce qui est équitable, c'est de partager en deux. Donc, pour moi, l'équité, c'est 50%. Et quand c'est équitable, c'est approprié. Donc, pour moi, ce qui est la part appropriée des journalistes, c'est 50%. Maintenant, ça va être dur, cette négociation. Hein. Je veux dire, les entreprises de presse qui sont concernées, c'est la presse écrite. Donc, c'est la presse magazine, la presse quotidienne. Qui est confrontée à des hausses de papier, à des hausses du coût de l'énergie, à l'indexation des salaires, etc. On négocie partout dans ces entreprises des plans d'économie. Et tout à coup, ils vont avoir de l'argent. Ils seront encore moins enclins à le partager. Déjà, ils ne sont pas partageurs habituellement. Mais ils seront encore moins enclins à le partager. On sait que la négociation va être difficile. On le sait. Mais ce n'est pas grave. On en a eu d'autres qu'on a bien menées. Et Frédéric l'a rappelé. Reprobel, ça a aussi été une négociation pour les partages, etc.
bon, voilà, il y a eu des négociations importantes dans le secteur des droits d'auteur qui ont bien abouti. Je crois qu'on n'est pas les plus mal lotis en Belgique. Merci beaucoup. On doit clôturer le débat et je voudrais vous donner la parole à vous, 30 secondes. Votre message. Valentina, si vous avez encore quelque chose à transmettre, un message par rapport à cette question. For the conclusion, I would like to say that we are not helpless. We already made some movements. We sent the law to the European Commission, to Marco Gerello, which is a person who is in charge for the authors' rights. So it was the first move. The second move was the coordination with the European Federation of Journalists, and we organized an online meeting with Marco Gerello. He's informed about everything what happened in Croatia. So we won't give up. We also won't give up from the fair remuneration. As you said, only fair remuneration is 50-50. So this kind of negotiation still is in front of us, and we will not give up. But the most important thing in this discussion is knowledge. Is knowledge about intellectual property and knowledge about the author's rights. Because as I saw in my experience, sometimes is the person who knows the less about author's rights, author himself. So we have to know more than our, I need to say, enemies, to fight them. And there is, for the end, anecdote about that. Quickly. The person who wrote this damage law is the same person who is the head of Cathedra of Intellectual Property on the University of Zagreb, and I'm attending this postgraduate study, and I learned from her how to fight her. So it is the only way to make things better. Thank you. Thank you, Valentina, and good luck for this fight. Frédéric. D'abord, vous remercier pour l'organisation de ce débat et puis pour rien. Insister aussi peut-être sur un point que, bien sûr, les journalistes sont les premiers concernés, mais d'autres catégories, je pense par exemple les photographes de presse, les dessinateurs de presse doivent être pris en compte aussi. Donc là, on va sûrement collaborer avec la SAJ et la SCAM pour avancer sur ces terrains-là, avec le cabinet d'Herman qui devra prendre des mesures sur l'organisation de la gestion collective justement des auteurs et des journalistes. Donc voilà, on a du pain sur la planche, mais effectivement, je insistais sur la tradition belge. La tradition belge, c'est que quand un éditeur ou un producteur n'exploite pas lui-même les droits et que des rémunérations sont générées, c'est vrai que le partage moitié-moitié est l'usage. C'est l'usage honnête de la profession, qui est une notion qu'on retrouve en matière de droit intellectuel et même maintenant de droit fiscal et social. Donc on va sans doute pouvoir s'appuyer sur ces usages. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous aussi pour votre écoute bienveillante et attentive. Et merci à l'IEX d'avoir rendu ça possible.